Guillaume Gralet, vous avez un meilleur ami, nouveau meilleur ami en ce moment. Oui, vous savez que je suis un petit peu, peut-être un peu trop sociable, on va le voir. Et effectivement, en ce moment, je passe beaucoup de temps à parler avec un logiciel qui s'appelle ChatGPT. À ta place, tes profs ou ton boss vont me détester pour t'avoir montré cette astuce. Cette vidéo n'est qu'un exemple des multiples posts sur les réseaux sociaux où les étudiants s'incitent eux-mêmes à utiliser une intelligence artificielle pour faire leurs devoirs. Ce programme informatique se présente comme ça. Il est en libre accès sur Internet et totalement gratuit. En fait, c'est un chat, sauf que vous ne parlez pas avec une personne physique, mais vous parlez avec une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut-elle un jour remplacer le cerveau humain? Jusqu'où des logiciels comme ChatGPT peuvent-ils bouleverser notre quotidien? Faut-il se réjouir ou en avoir peur? Allons-nous finir par être tous mangés par la méchante intelligence artificielle? Depuis le phénomène ChatGPT, faits et fantasmes se bousculent à la une des médias et nous promettent souvent le pire. Si nous ne réagissons pas vite, c'en sera fini de nos emplois. La vérité sera bientôt indissociable du mensonge avec les images générées par les intelligences artificielles. Si on n'y prend pas garde, les Chinois et les Américains se serviront de l'intelligence artificielle pour en finir avec nous, notre souveraineté, nos économies, voire nos libertés. Les patrons des grosses firmes de la Silicon Valley disent des choses contradictoires au sujet de l'intelligence artificielle. Et bien entendu, leurs intérêts financiers et stratégiques ne sont jamais bien loin. Pour démêler le vrai du faux, j'ai voulu inviter sur ce plateau Jean-Baptiste Kempf, que nous appelons aux médias le start-upper qui ne voulait pas être riche. Éditeur de VLC, le logiciel français le plus téléchargé au monde, défenseur acharné de l'open source et des libertés numériques, il nous a semblé l'interlocuteur idéal pour évoquer ce sujet. Bonjour Jean-Baptiste. Salut. Alors, est-ce que nous sommes en face d'une révolution, comme le dit Bill Gates, au sujet de l'intelligence artificielle? C'est pas maintenant qu'elle arrive, mais avec le buzz ChatGPT, on nous dit qu'il y a une accélération. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il y a eu un changement sur la dernière année, qui est un changement très important. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de changements techniques. C'est-à-dire que tout ça, c'est notamment tout ce qu'on appelle l'IA générative basée sur des transformers et des LLM. Ça fait quelques années qu'on a là. En fait, le nom des technologies qu'il y a derrière, puisqu'en fait, autour de intelligence artificielle, on parle de plein de choses. À la base, ce qu'on appelait intelligence artificielle et tout ce qui a été machine learning, c'est le travail de tout ce qui a été les réseaux de neurones récursifs profonds, les transformers et les LLM qui donnent en fait Midjourney ou ChatGPT. Toutes ces technologies, en fait, le gros changement de l'intelligence artificielle, en fait, vraiment scientifique, il y a 10 ans, et c'est juste qu'aujourd'hui, on a des applications qui parlent aux gens. C'est-à-dire que là, ChatGPT, c'est utilisable et ça donne des résultats qui sont entre le pas mal et le bluffant. Arrêtons-nous quand même sur ChatGPT. Beaucoup de gens en ont entendu parler, d'autres un peu moins. C'est quoi et pourquoi ça bluffe? En fait, ChatGPT, c'est ce qu'on appelle de l'IA générative qui fait du texte-to-texte. C'est-à-dire que je lui demande quelque chose, je lui raconte ce qu'on appelle un prompt, une phrase ou deux, et lui, il va améliorer le prompt, il va rajouter les choses et tu vas pouvoir le guider. Donc tu vas pouvoir lui demander raconte-moi une blague, il va te raconter une blague et là tu vas lui dire bah oui, mais raconte-moi une blague avec un pêcheur, un poisson et un homme politique. Et donc là il va commencer et en fait tu vas un peu le guider. Et donc, il va te fabriquer un texte. Et donc, il va fabriquer... Mais c'est pas de la magie. Comment il le fabrique? En se servant de tout le contenu qu'il a aspiré et qui lui permet d'aller chercher par-ci, par-là? Quand tu utilises ton téléphone et que tu envoies des textes, un SMS, souvent, en fait, tu as des petits mots à côté. C'est ce qu'on appelle, en fait, de la suggestion. C'est le T9 suggestif. ChatGPT, c'est la même chose. Sauf qu'au lieu d'avoir appris sur juste tous tes SMS que tu as envoyés sur ton téléphone, il fait ça sur l'intégralité des connaissances humaines qui sont disponibles sur Internet. Donc il a crawlé l'intégralité du web en 2021, et donc il est capable d'apprendre. Et donc, notamment, tu vas pouvoir lui dire, tu vas pouvoir lui demander de faire des résumés. Donc, voilà, je te donne toutes ces informations, fais-moi quelque chose de plus court. Tu vas pouvoir lui demander de faire des exposés, c'est-à-dire tu lui dis, raconte-moi une blague, et en fait, il va te trouver une blague. Tu vas pouvoir lui dire, voilà ce code source informatique
donne-moi le commentaire qui va avec, parce qu'en fait, il en a déjà vu, il s'est habitué. Mais ça n'est vraiment que ce qu'on appelle des chaînes de Markov, c'est-à-dire que très très évolué, mais il connaît le contexte et il va prédire les mots d'après. Mais donc, tu vois, c'est comme quand sur ton téléphone, tu dis salut, tu vas, il te dit bien. Sauf que là, il a fait ça avec des milliards d'informations, on n'est même plus dans le milliard, on est dans du milliard d'informations, et donc il est capable de donner du contexte. Mais ça veut dire qu'il va te raconter n'importe quoi avec le même aplomb que quelque chose de vrai. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est intelligent que Non. Non, il n'y a pas l'intelligence d'intelligence. artificielle est toujours bête. C'est pas bête ou pas bête, ce n'est que de l'algorithme. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle se base sur ce qu'elle a appris. Donc si par exemple, la moitié des humains, 90% des humains te disent que 2 plus 2 égale 5 et que c'est partout sur Internet, il va te dire 2 plus 2 égale 5. C'est-à-dire qu'il a eu un certain nombre d'entrées qu'il a ingérées. C'est comme si, t'imagines que c'est quelqu'un qui a lu l'intégralité d'Internet et qui est capable de tout souvenir. Donc à chaque fois que tu vas lui dire... regarde, je vais te faire un exemple. Si jamais je demande à ChatGPT, Théophile du média a été ministre de quel ministère, il va mettre un truc. Mais parce qu'en fait, je l'ai aiguillé là-dessus. Et puis en fait, il va regarder partout. Il a vu Théophile, le média, un ministre. Et il va remplir là. Et ça n'a aucun sens. Et si je lui demande quel est le métier de Théophile, là, il va dire, bah voilà, journaliste aux médias. Donc en fait, il ne fait que du contexte. C'est-à-dire qu'il ressort des mots dans un contexte en fonction du contexte que tu lui as donné. En gros, Google. Non, pas Google, puisque Google, en fait, tu lui fais une recherche très simple. Là, il est capable de rajouter, de remplir les blancs. Donc, il va beaucoup plus loin que Google. Mais résultat, Google, quand il ne sait pas, il dit « j'ai pas trouvé de réponse ». Dans le ChatGPT, il va dire « ouais, je sais ». Donc, au risque de se tromper. Alors, je voudrais qu'on parle aussi... Donc, ça n'est pas de l'intelligence, hein, attention. C'est, en tout cas, pour ChatGPT. Par contre, ça a énormément d'utilisation, c'est tout à fait utile. Tu peux l'utiliser pour faire de la traduction. Et ça marche très bien. Donc, on va parler de Midjourney aussi, qui a fait le buzz, notamment avec ses images du pape en doudoune, donc moi, etc. évidemment, qui suis un homme de l'image, je suis absolument fan de Midjourney. C'est quoi Midjourney? Donc Midjourney, c'est la même chose. C'est, tu lui demandes de dessiner quelque chose. Donc tu vas lui dire, dessine-moi un mouton. Sauf que là, tu vas dire, en fait, je veux que tu me dessines un mouton, je veux que le mouton il soit rouge, que derrière il y a une lune bleue, et je veux que tu me le dessines à la manière de Dali. Et il va te le faire parce qu'il a appris énormément d'images, il a eu beaucoup de métadonnées sur chacune de ces images, et donc il va essayer de se rapprocher de ce qu'il va faire. Mais même chose, il arrive et il est plus ou moins précis. Et quand tu vas lui demander autre chose, il va faire quelque chose de différent. Et donc, la question avec Midjourney, c'est la question de la vérité du mensonge, et on y reviendra, mais de manière... disons, plus concernante pour chacun d'entre nous, est-ce que ces outils d'intelligence artificielle vont nous piquer notre job et à quelle vitesse? Parce que c'est un peu la peur qui est agitée. Je ne sais pas si elle est si légitime que cela. Oui et non. Et c'est toujours pareil. De la même façon que quand on a eu l'électricité, on n'est pas allé non plus trop se plaindre aux marchands de bougies. De la même façon que quand on a eu l'informatique partout, on a moins de secrétaires qui tapent à la machine à écrire. Ceci étant dit, d'abord, les métiers évoluent. Et 2, ça n'est pas de la magie. Donc, par exemple, l'exemple très simple, c'est Midjourney. Tu vois, Midjourney V4, régulièrement, quand tu lui demandais de générer des gens, ils avaient 6 doigts. En fait, et il va y avoir plein de choses comme ça. Et donc, en fait, tu as besoin, ton retoucheur photo, il a besoin de l'éditer, en fait, la photo. Donc, ce sont des outils qui vont être mis aux dispositions de ce que je vais appeler des professions intellectuelles. Un dessinateur, un traducteur, etc. Et ça va leur permettre de faire une base. C'est juste qu'ils vont être beaucoup plus efficaces. Mais à la fin, il y aura toujours une patte, il y aura toujours un truc, il y aura toujours un contresens. ChatGPT, il va te raconter n'importe quoi en disant que toi, tu es ministre de l'économie. Tu auras toujours besoin d'un fact-check. Par contre, ce qui est vraiment très bien, c'est que la difficulté, notamment quand tu démarres avec tes illustrateurs, pour repartir sur Midjourney, c'est l'angoisse de la page blanche. Et là, tu te dis, attends, je veux une illustration avec un phare et je veux un bateau. Puis après, tu vas le modifier. Mais au moins, ça va te faire une partie du travail. Donc, ça va faire évoluer énormément de boulot, c'est évident. Ça va énormément faire des métiers où on aura beaucoup plus de productivité.
mais les gens vont se reconvertir, vont faire autre chose, et il y aura toujours besoin d'une patte humaine pour avoir de la qualité. Alors, ok, on a compris ChatGPT et Midjourney. Ce que je comprends, c'est que ce genre de technologie va augmenter très fortement la productivité, c'est-à-dire ce qu'on faisait peut-être en 3 heures, on le fera en 30 minutes. Tout à fait. Et donc, ça veut dire que ce que 10 personnes faisaient, une personne le fera. Tout à fait. Donc, il y a des raisons de craindre pour, pas les emplois individuels en tant que tels, mais pour le marché de l'emploi. Non, parce que finalement, c'est ce qui s'est passé dans toutes les révolutions, dans toutes les révolutions industrielles puis informatiques. On va produire plus. Et en fait, moi, mon avis, c'est que on te dit, bah non, mais en fait, on est plus efficace, donc on pourrait passer aux 35 heures, puis aux 32 heures, puis aux 28 heures. Et sauf que ce qu'on voit, c'est juste que on produit plus, on fabrique plus, on fait encore plus de n'importe quoi, hein, c'est vrai. Mais en tout cas, la société pousse à faire ça. Et donc, un illustrateur, avant, il faisait 3 heures par image, il va faire ça en 30 minutes, très bien. Mais sauf qu'au lieu de faire une illustration, il en fera 10. Et la plupart des métiers ne sera pas changés. Tu as besoin de traducteurs, tu auras toujours besoin de traducteurs. Juste en une demi-heure, tu auras une qualité de traduction que tu aurais en 3 heures. Et comme aujourd'hui, de toute façon, on pousse tout à l'efficacité maximale, c'est juste qu'on va avoir plus de qualité et on fera plus de choses. Mais nous sommes en pleine révolte contre la réforme des retraites. La question du rapport de force entre capital et travail se pose. Et d'une certaine manière, comme la productivité s'est beaucoup améliorée en France, ce qui n'a pas forcément fait suivre les salaires, l'augmentation de la productivité globalement dans la lutte des classes profite au capital plutôt qu'au travail. Et donc, d'abord, c'est tout à fait vrai. Mais en fait, ça a été vrai rien que le passage à l'informatique. On a vu qu'un des problèmes principaux d'Internet, c'est qu'on pensait qu'Internet allait permettre à tout le monde de produire et accéder à la connaissance. Et ce qu'on voit, c'est que ça a fait plus de milliardaires et plus de concentration de richesses qu'on n'en a jamais eu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de milliardaires qui sont de 100 milliards est incroyable, alors qu'avant, il y en avait un sur la planète et on en parlait pendant 20 ans. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas différente. On reste dans le même paradigme. C'est le même, il n'y a pas de changement majeur. Après, effectivement, si tu parles de société, oui, il y a un vrai problème qui est que l'augmentation de productivité jusque dans les années 70 allait avec l'évolution des salaires et qu'à partir des années 70, on a un vrai décrochage entre l'augmentation de la productivité et l'augmentation des salaires. Et l'intelligence artificielle, et en tout cas la partie générative, ne change rien à ça, elle peut le concentrer. Moi, ce dont j'ai peur, effectivement, c'est que ce soit concentré auprès de certaines entreprises. Et là, on a un vrai problème avec ChatGPT, c'est que donc on a eu cette entreprise qui s'appelait OpenAI, intelligence artificielle ouverte. Et donc, c'est un peu la blague, quoi. C'est comme la République ouverte et libre et démocratique de Corée, quoi. Où, les gens qui sont obligés de Corée du Nord, qui sont obligés de dire qu'ils sont ouverts ou qu'ils sont open. À un moment, il y avait Orange en France qui nous a fait l'Open Internet by Orange, où tu avais la moitié d'Internet qui n'était pas accès. Si tu es obligé de dire que tu es open, ça sent pas bon. Et d'ailleurs, c'est effectivement, donc ils étaient une association, loi 1901, l'équivalent, comme Vidéolan, et puis tout d'un coup, ils se sont rendus compte et ils sont passés, c'est une entreprise... Comme Wikipédia. Et maintenant, c'est une boîte, tout ce qui est de plus capitalistique, qui vaut maintenant des fortunes, et qui s'est complètement détourné de sa mission originelle, ou en tout cas de ce qu'ils avaient vendu à l'origine en disant, on va être une fondation. Mais quelque part, il y a aussi, peut-être pas un problème juridique, mais un problème moral au fait d'aspirer des données qui ne sont pas à vous et d'en tirer bénéfice. Alors, là, effectivement, et c'est beaucoup plus visible que c'est ce qu'a fait Google. Google, en fait, gagne de l'argent en aspirant le contenu de ton site web. En indexant. Ouais, mais c'est quoi la différence ? Pour indexer, il faut aspirer. Parce qu'a priori, Google ramène vers ton site web à toi. Mais alors c'est que moins vrai qu'avant. C'est moins vrai qu'avant. Regarde maintenant, quand tu tapes sur un truc sur Google, tu as l'encart de Wikipédia dans Google. Résultat, tu vas plus sur Wikipédia. Donc, tu vois, tu tapes la météo, tu as la météo là-dessus. Donc, tu vas plus sur météo.com ou météofrance.com. Google a fait le même truc. Ils ont commencé, c'était vraiment que de l'indexation. Puis tu cliques, et puis maintenant, il y a de plus en plus. Tu cherches des trucs de cinéma, bah voilà, Google te donne les. Mais ce phénomène-là va être radicalisé. Il est radicalisé. Alors c'est sûr. C'est juste que là c'est à l'extrême et tu le vois. Pour moi, il y a deux problèmes. Il y a le premier problème qui est, ils ne partagent pas assez la richesse aux gens qu'on crée. Ça va donner
que certaines personnes vont vouloir arrêter en fait de se faire indexer. L'autre problème, c'est qu'à partir du moment où tu génères tout par intelligence artificielle, comment est-ce que tu lui apportes de la nouvelle connaissance ? Puisque il ne crée rien. Hein. C'est un énorme mixeur du passé et des données qu'il a indexées. Il le fait très bien, très très vite, mais ça reste, il n'invente rien. Donc là, il y a plusieurs sujets. Il y a le premier, et c'est pour ça que tu auras toujours besoin d'illustrateurs. Il va falloir un peu gérer des choses pour justement pour que ces intelligences artificielles fonctionnent. Donc bon, ça c'est la question. Cette question-là, je voudrais qu'on évoque également la question, disons, de la course des firmes de la Silicon Valley, donc les grosses firmes américaines, à l'intelligence artificielle. C'est ces firmes en fait qui ont connu leurs heures de gloire à la fin du XXe siècle, au début du XXIe, essayent de se réinventer. On pense à Microsoft, à Google, à Facebook, etc., et à Twitter. Et quelques-unes d'entre elles se sont lancées dedans. Bill Gates, donc le patron historique de Microsoft, considère que c'est l'avenir et mise tout là-dessus. Elon Musk, le patron de Twitter et d'autres grosses boîtes, il est plus réticent. Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'ils se jettent sur l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce qu'ils veulent en faire ? Et pourquoi, par exemple, certains sont plus pessimistes que d'autres ? Alors, ça, c'est deux questions différentes. Google est en train de changer sa stratégie en interne très très rapidement. Ils ont quasiment raté le virage. Facebook est en train de faire aussi un énorme virage là-dessus. Microsoft a été les premiers et ont été capables d'intégrer ça très très vite. Notamment, ça va être dans quasiment tous les produits Office, tout Outlook, où tu vas avoir vraiment directement une l'IA générative. Ça va changer quoi, par exemple ? Traduire, faire des résumés. Tu vas rester, comment dire, dans l'enveloppe, par exemple. Mais ça veut dire que tu commences, tu ouvres un fichier, un document texte, et tu sais pas commencer, et là tu dis, fais-moi un rapport sur ce sujet-là, et là ça te produit tes 5 premières pages. Alors après, tu vas modifier, mais c'est juste que déjà, tu n'as plus ta page blanche. Adobe a montré avec leur projet qui s'appelle Firefly, ils arrivent, ils disent dessine-moi un tigre qui soit comme ça, et après, c'est intégré dans Photoshop, tu peux l'éditer, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Donc, ouais, il y en a qui ont un peu raté le coche, mais tout le monde s'y met. Google, en fait, et Facebook étaient ceux qui avaient les meilleurs chercheurs en théorie de l'intelligence artificielle, notamment quelques Français très connus qui sont là-bas. Mais c'est OpenAI qui s'est allié avec Microsoft qui a réussi à productiser le premier. Google a fait son Google Bard et a fait justement un lancement en France. La démo a été une catastrophe. Ce qui est une mauvaise nouvelle, c'est que là, on a eu GPT-3, on a eu GPT-4. Là, à chaque fois, de chaque génération, tu as un ordre de grandeur de plus de complexité. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, pour entraîner un GPT-4, ça coûte un dixième de tranche nucléaire, quoi. Donc, ça veut dire que ça coûte cher. C'est pas toi et moi qui vont aller Donc c'est déjà mort, quoi. Ils ont déjà gagné, en gros, par exemple. Non. On peut dire que Bill Gates avec Microsoft... Ils n'ont pas gagné parce que justement, la bataille, elle arrive. C'est-à-dire qu'il y a, sur les quelques prochaines années, tu te réveilles dans 3 ans, ouais, c'est mort. Et notamment parce qu'il faut commencer par indexer. Tu vois, et là, eux, ils ont indexé le web de 2021. Ils indexent dans des grandes... C'est des quantités astronomiques d'informations, c'est des quantités... Dans des gros disques durs, dans des... Mais surtout... plein d'ordinateurs avec des cartes graphiques, puisque la plupart de cette indexation de machine learning est fait par des cartes graphiques. Ça coûte très cher en achat de matériel, en CAPEX. C'est donc assez compliqué à faire. C'est pas super écolo non plus. Oh là là, c'est une catastrophe. C'est sûr que... Mais... Donc voilà, donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est que ces gens-là ont énormément d'argent, donc vont être capables d'être les premiers, ou en tout cas, et même ceux qui ont un peu raté l'étape, vont mettre des sommes monstrueuses. Il n'y aura pas le Wikipédia de l'intelligence artificielle, il n'y aura pas, disons, l'open source de l'intelligence artificielle. Ça va être compliqué. De ça, là. Ça va être compliqué. Et en fait, il faudrait faire un OpenAI, quoi. Et c'est un peu ce que dit Elon Musk, donc ça me fait un peu mal d'être d'accord avec lui, mais bon, qui est de dire, en fait, c'est pas bien, c'est un bien qui doit être un bien quasiment commun, et c'est pas bien que ce soit privatisé par quelques personnes. Dans la mesure où, effectivement, ce sont des données qu'ils n'ont pas produites. C'est quand même important. C'est sûr que c'est des données qu'ils n'ont pas produites, mais
il faut quand même savoir qu'il y a un travail absolument hallucinant de nettoyage d'informations. Je m'explique. Imagine que toi et moi, là maintenant, on trouve 1 milliard d'euros par terre, imaginons, et là, on se met à aspirer tout le web de façon durable avec des data centers qui fonctionnent à l'énergie nucléaire, ok, pas de problème. Tout ça, c'est fait en France. On va avoir un modèle de données à la ChatGPT qu'on appellera MediaGPT. Et MediaGPT, il ne va pas être incroyable. Et ce sera une coopérative. Non, mais surtout, il ne va pas être incroyable. Ensuite, il va falloir avoir des centaines et des milliers de petites mains qui ont nettoyé. Et donc, c'est ce qui a été fait sur ChatGPT, alors notamment avec pas mal de gens aux États-Unis et en Afrique, si je ne me trompe pas. Au Kenya notamment, exactement. Et donc, qui ont nettoyé pour dire « Ah non, là, c'est incohérent ». Et ce travail-là, le problème, c'est qu'il est difficile à reproduire. Et que chaque génération de GPT, en fait, entraîne et aide à l'entraînement de la suivante. Et il y a eu, au Kenya, il y a eu même des scandales autour de l'exploitation des Alors, je suis sûr que les travailleurs qui sont les ouvriers du numérique, hein, je veux dire. Alors, c'est pas du travail à la chaîne en usine qui te casse le dos, mais c'est pas des métiers agréables. Et d'ailleurs, on en parle très très peu, mais il y a beaucoup de gens. Il y avait de la modération aussi de contenu violent. Bien sûr, les ouvriers de la donnée, on n'appelle pas ça des ouvriers de la donnée, mais c'est des métiers qui sont horribles. On en a parlé un peu à un moment quand c'était la modération sur Facebook, mais là, quand tu dois modérer les quantités monstrueuses d'informations, c'est pas très agréable. Ranger aussi, voilà. Modérer, aspirer, nettoyer. Là, on n'est pas dans le ranger, on est plutôt dans l'aiguillage pour savoir si c'est vrai ou faux, pour éviter que justement il te fasse un humain à 7 doigts. Donc le problème, c'est qu'ils ont pris une avance qui est quand même importante et qui va être difficile à rattraper. Et plus on se réveille tard, plus ça va être long à rattraper. Justement, arrivons au sujet un peu clé, au sujet qui suscite le plus de passion, c'est la guerre géopolitique que peut... là, il faut se réveiller, hein, on est déjà en retard. Que peut ou qu'a déjà engagé... La partie dont tu parlais, qui est un peu de la manipulation de masse, en fait, j'ai envie de dire, c'est bien. Je suis assez content. Parce que ça y est, les gens vont commencer à se remettre à douter de l'information qu'on leur envoie. Ça, c'est bien. Avant, c'est juste que tu faisais ça à coup de photomontage sur Photoshop. J'étais capable de faire déjà les mêmes photos de Macron en train d'allumer des poubelles ou du pape en doudoune Balenciaga. J'étais déjà capable de les faire sous Photoshop. Juste là, au lieu d'y passer quelques heures, ça me prend 20 secondes et ça ne me fatigue pas. Et donc, il y a une sorte de submersion. Et donc là, ça veut dire que c'est la production du n'importe quoi et donc de la propagande et va être maintenant à la main de tout le monde. Donc, normalement. Donc, ça va être un peu dur. La propagande et le brouillage aussi, c'est-à-dire envahir les gens, les noyer sous plein de faux contenus. C'est une façon de faire de la propagande. En sécurité informatique, on te parle de vraiment te faire hacker, mais une des façons de ne pas te hacker, c'est juste de te submerger d'informations pour que tu vois rien. Les gens, bon, ok, ça va être dur quelques années, mais dans 5 ans, la plupart des gens auront compris que la plupart des choses qu'ils voient, ils ne sont pas sûrs, il faut les vérifier la source. Donc, il va y avoir peut-être enfin un vrai retravail vers les journalistes, vers des gens qui ont une connaissance et surtout une vérification. Donc ça, c'est pas trop ce qui me gêne, à partie déstabiliser des régimes avec des fausses images. Non, ça, j'y crois pas. Par contre, c'est vrai, c'est que là, on a un risque, en fait, que les États-Unis et les Chinois gagnent un ordre de grandeur de technologies qui ne seront pas disponibles aux autres. Déjà, on a bien vu les GAFAM, on n'a pas d'équivalent en Europe ou presque pas, et que donc ils vont encore continuer à concentrer de la richesse encore plus. Donc on va avoir encore un problématique de distribution des richesses mondiales qui va être aux mains de très peu de personnes qui vont être de plus en plus riches et qui vont avoir tendance à garder et voire à réinvestir cet argent pour que les rendre encore de plus en plus riches. Et on va être de plus en plus dépendant de ces pays. Et dépendant et donc de leur bon vouloir. Donc, au-delà justement de la richesse des personnes, c'est aussi la liberté et l'indépendance des nations qui est en jeu. Alors pour moi, là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet notamment de vie privée. Il y a un vrai... moi, je l'ai déjà dit, hein, mais par exemple, les entreprises françaises qui utilisent le cloud de Google et d'Amazon, ce sont des débiles profonds. Je veux dire, c'est pas nouveau. Enfin, quand t'es une boîte industrielle importante, ça veut dire que les agences américaines, quand elles en ont besoin, vont aller regarder tes données. Et elles ne font pas ça juste pour des questions géopolitiques, elles le font ça aussi pour des questions de politique industrielle. Et je pense que notamment, c'est de nous arriver sur des histoires de sous-marins ou des histoires d'avions, on a perdu des contrats, parce que
les Américains ne se gênent pas. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand tu vas avoir besoin en fait que ton chat GPT apprenne des Ton données... chat GPT privé, ouais. Voilà, exactement. C'est-à-dire que tu vas vouloir, je sais pas, on va prendre quoi? T'es Airbus, tu veux que... tu as un process, tu as une façon de faire des présentations internes, des rapports, tu veux que ChatGPT le fasse. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner toutes tes informations de l'intégralité de tes documents, de l'intégralité de ta boîte à une entreprise américaine qui va, à ce moment-là, indexer l'intégralité de tes informations. Moi, ça me semble complètement suicidaire de faire ça, alors que tu as envie d'avoir un média GPT qui soit, en tout cas, s'il n'est pas souverain, au moins qu'il soit haut stable en France, et tu vérifies que les données, en fait, elles restent un peu chez toi. Et ça, je pense qu'il faut se réveiller vite, voire on est un peu en retard. Mais est-ce que, quelque part, l'Europe, par exemple, ou l'Afrique, l'Asie, l'Asie hors Chine, qui ne sont même pas parvenus à créer des équivalents de GAFAM, est-ce que c'est déjà peine perdue sur l'intelligence artificielle? Non, ou alors c'est une nouvelle bataille et qui remet tout à zéro? Juste, en fait, les GAFAM, on s'en est pas méfié parce qu'on ne s'est pas rendu compte que ça allait être aussi important. Au début, Google, c'était un moteur de recherche. Ça jusqu'à 2005-2006, c'était une grosse boîte tech. Ça n'a pas eu le shift aussi important qu'on a eu après. Je rappelle, Apple, c'est quand même une boîte qui est morte 2 fois. Et maintenant, c'est la plus grosse capitalisation boursière au monde. Donc, on aurait pu dire on n'était pas au courant. On n'était pas au courant des startups. Aujourd'hui, en France, en Allemagne, en Angleterre, on sait qu'il faut faire des startups, on sait qu'il faut investir dans des entreprises tech. Donc il y a un vrai changement de mindset qui a été opéré sur les 10 dernières années qui fait qu'on n'est plus aussi naïf qu'avant. Donc je ne pense pas que ce soit trop tard, mais par contre, il faut y aller et il faut le faire à notre sauce rapidement. Mais est-ce qu'on peut interdire l'indexation, par exemple, qui est la base? Impossible. C'est impossible. C'est absolument impossible. Pour moi, j'ai entendu 2 choses qui me semblent complètement délirantes. C'est l'interdiction de l'indexation, 1. 2, le moratoire, on va arrêter ça. D'abord, le plus simple, c'est on va interdire ça, on va faire des moratoires. Ce n'est pas possible. C'est comme si vous interdisiez les maths. Ça n'arrivera pas. La seule chose que vous allez faire, c'est accumuler du retard. C'est trop tard, les technologies. Donc, en gros, c'est juste une course vers l'innovation. Ah ouais, là, tu es obligé. Là, la technologie de base de ChatGPT, elle est simple. Elle est à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, donc, il y a le projet de Facebook qui s'appelle Llama. Il est dispo. C'est utilisable. Tu peux le faire tourner sur des ordinateurs. Donc, à un moment, tu fais quoi? Tu attends combien de temps? Donc, c'est trop tard, quoi. Ça, la techno, elle est dehors. Elle est inarrêtable. Voilà, c'est comme dire je vais être contre l'électricité. Non, c'est fini. Maintenant, la deuxième question, elle est qu'est-ce que nous, on va en faire? Est-ce qu'on est capable de le faire? Et comment on le fait pour que, justement, on puisse éviter que toutes nos données partent intégralement aux États-Unis et en Chine, qui vont indexer les données. Mais là, pareil, tu vois, tu n'as jamais réussi à empêcher Google d'indexer ton contenu. Si ton contenu il était disponible pour un humain, il va être disponible pour une intelligence artificielle. Donc, de toute façon, sinon, tu dis, j'arrête Internet. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas, à partir du moment où tu as des humains qui peuvent y aller, tu ne peux pas interdire à des robots d'aller indexer Internet. Est-ce que d'un point de vue purement utopique, on peut imaginer que l'Europe, pour se dissocier de la Chine et des États-Unis, crée un chat GPT mais collaboratif? Tout à fait. C'est ce que je te disais, c'est qu'en fait... Un Wikipédia ou un Vidéoland de... C'est ce que je te disais, c'est un média GPT, c'est un moteur d'intelligence artificielle générative qui soit open source, géré par une fondation et dans lequel tu aies une certaine indexation qui soit partagée à l'ensemble des gens, au plus grand nombre, pour que tu puisses, toi, le customiser pour tes besoins personnels. Et ça, oui, ça, je pense que c'est quelque chose qui est faisable et qui même doit être fait. Par contre, je ne pense pas que nos hommes politiques soient suffisamment intelligents pour le faire. Ou alors ils sont trop liés aux gros intérêts capitalistiques pour vouloir le faire. Alors là, c'est à toi et à nos viewers de juger. Moi, je pense qu'ils sont juste nuls. Toi, tu dis que je sais pas. Moi, je pense qu'ils sont nuls. Ils sont incompétents. Ils comprennent rien. Ils n'ont jamais rien compris. On a des ministres du Travail qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Non, mais il y a quand même des raisons d'être pessimiste dans la mesure où il n'y a même pas de moteur de recherche européen. On a vu Quant et ses échecs. Quant qui était censé être le moteur de recherche français. En fait,
C'était que là, en fait, ton moteur de recherche, tu s'en servais pour indexer Internet, pour aller sur d'autres sites. Là, c'est quelque chose que tu vas avoir dans l'intégralité de tes métiers. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, ça va être partout. Partout. Ça va être quand tu es là en train de gérer la caméra pour pouvoir faire du recadrage automatique. Ça va être là quand tu vas rédiger tes emails. Ça va être là quand tu vas faire tes rapports. Ça va être là pour quand tu vas faire de la traduction. Ça va être là partout. Donc, et ça va être intégré dans tous les autres produits. Donc, c'est beaucoup plus important qu'un moteur de recherche. Mais les intelligences artificielles, dans le chemin qu'elles prennent, elles vont être extrêmement centralisées. Ça veut dire qu'on saura tout sur tout le monde, non? D'une certaine manière. C'est-à-dire, dès lors que mon Google ou bien les logiciels d'utilisation quotidienne seront une sorte d'interaction permanente tout avec... Tout à fait, exactement. Donc, c'est très important d'avoir des moteurs qui soient ouverts, open source ou souverains au sens large de la souveraineté, et d'avoir des logiciels open source où tu sais qu'en fait tes données elles partent pas à gauche à droite. Ça va être d'autant plus clé parce qu'évidemment, mais bon, aujourd'hui les gens passent leur temps à parler à leur espion favori qui s'appelle leur téléphone. Et ils le font bien. Enfin, c'est l'inverse quand même du web décentralisé, cette histoire. Eh ben oui, je veux dire oui, c'est sûr. C'est que là, en fait... C'est une dystopie, là où le web décentralisé est une utopie. On a l'impression que... Mais d'un autre côté, si tu te le dis que tu fais un entraînement d'intelligence artificielle commune, en mettant des ressources en commun européennes, par exemple, ou avec des gens qui devraient être nos amis, comme les Coréens ou les Japonais, qui se retrouvent un petit peu dans la même situation que nous, entre la Chine et les États-Unis. Tu fais un entraînement commun, et après, tu partages juste la base. Et après, chacun fait son logiciel en utilisant la même base de données, le même moteur, mais chacun l'héberge et l'utilise de sa façon qu'il le souhaite, de façon complètement distribuée. Ce dont tu parles, ça n'existe pas encore. Ce dont je parle, ça n'existe pas encore. C'est ce que je te disais tout à l'heure, OpenAI ou MediaGPT. Donc, merci mais beaucoup. Quand même, il ne faut pas avoir peur. De toute façon, parce que la peur ne sert à rien. C'est-à-dire que la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est être timoré et de se faire submerger. Et c'est un peu ce que dit Elon Musk, qui dit que l'intelligence artificielle, en tout cas, doit être fait par une fondation, doit être fait quelque chose qui doit être partagé pour éviter qu'il y ait quelques personnes qui l'ont. Mais tu ne pourras pas arrêter ces quelques personnes. Et l'exemple typique, ça a été la GDPR. La GDPR qui était là pour emmerder Google, la GDPR, Facebook, c'est-à-dire RGPD. Donc là, les cookies, etc. Le règlement des données. Des données européens. La seule chose que ça a fait, c'est que Google et Facebook, ils sont adaptés très très vite, et ça a fait une barrière à entrée pour tous les autres. C'est-à-dire qu'en essayant de réguler mal, en comprenant assez peu ce qu'on fait, on fait des choses où en fait on renforce encore les GAFAM. Or, aujourd'hui, il faut réagir. Réagir en offrant à l'humanité entière. Mais tout à fait, en partageant de la connaissance. Veulent s'approprier. Tout à fait, en partageant de la connaissance. On a les gens compétents en Europe, on a des gens qui sont capables de faire du logiciel libre, on a des gens qui sont capables de faire des maths, on est capable de le faire, il faut vraiment décider. Et oui, ça va coûter cher. Alors là, on va pas négocier, hein, ça va coûter très cher. Mais moins cher que d'avoir l'intégralité de tout qui passe par Google Bard, Microsoft Bing et ChatGPT. Et les Chinois. Et les Chinois. Et ça, les Chinois, c'est très difficile de savoir parce que même pour des gens qui sont très intéressés, il est très difficile de suivre les évolutions de la technologie chinoise à cause de les barrières de la langue. Ce sont les seuls au monde, avec les Japonais, qui font encore de la technologie dans leur langue. Tout le monde fait de la technologie aujourd'hui en anglais. Eux continuent à produire de la science et de la technologie